Une émission France du futur. Produite par Alain Dufaré. Présentée par Jacques-Emmanuel Mirliza. 28e émission, toujours de la joie, de l'enthousiasme chez les intellectuels. La boisson coule à flot. Mais c'est une première dans l'absence de notre sociétaire Alain Dufaré. La première émission où il ne sera pas parmi nous. Mais je l'embrasse. Il est sous les eaux et sous les lacs de Suisse en ce moment où il essaie de décrocher une grosse somme pour notre 30e émission où nous allons consacrer un très grand écrivain français. Donc il nous faut beaucoup d'argent et je crois que son absence est un pis-aller, nous allons le dire comme ça. Monsieur Tucken, bonsoir. Vous avez écrit je ne sais pas quoi ce soir. Non, j'étais en congé. Vous étiez en congé. Maternité. En congé maternité, votre femme vient d'accoucher ? Oui, je l'assistais. Oui. D'accord, très bien. Monsieur Renard, je crois un nouveau roman, un nouvel essai sur les animaux ? Oui, un essai sur les animaux qui a été écrit presque en semi-collaboration avec Babidi que je viens de rencontrer. On a écrit un peu à quatre mains ce livre, donc Remater Maïté, partir à la cueillette des animaux. Donc vous surfez sur la polémique de Maïté qui tuait les animaux, c'est ça ? Oui, et voilà, je cherche à faire taire cette polémique parce que finalement... c'est de l'amour pour les animaux, c'est de l'amour pour les animaux et on peut les cueillir comme on va cueillir des fraises ou des framboises, je n'en sais rien. Tout à fait. Alors, Babidi Parkego, bonsoir. Bonsoir. Écoutez, je remercie déjà Adalgonze de m'avoir cité. Hein. J'ai eu très peu finalement de travail et c'est surtout son travail souvent, ici. Ouais. Alors, écoutez, j'ai néanmoins publié un article. Ce mois-ci, oui, tout à fait. Quelque chose d'assez raisonnable, hein, une 50aine de pages, où, comme vous le savez, en tant que collapsologue du désuet, je reviens à la fois sur l'histoire des objets, mais aussi des techniques. Et c'est un essai qui se nomme Paître ou ne pas paître, historiographie de l'élevage alpin, où je reviens bien sûr sur l'évolution des techniques qui ont permis l'élevage en haute montagne, et également mes prédictions sur l'avenir de cette science. D'accord. Alors Gilles Vien, bonsoir. Gilles Bonsoir. Vien, un nouvel essai animalier, je crois aussi. Un essai rapide, balle de fusil, Jean-François Kahn, La truie et l'avenir du porc, migration des symboles. Petite explication peut-être ? C'est simple, si l'antispécisme veut aller au bout de sa lignée, il faut reconduire toutes les questions du XXe siècle jusque dans le poulailler, jusque dans la ferme, jusque dans l'exploitation. Bien, je suis ravi de réaccueillir Erika de Renon ce soir. Erika de Renon qui publie La philosophie dans le boudoir, c'est osé. Oui, écoutez, bonsoir, merci de m'accueillir encore. La dernière fois, c'était pas très bien passé. Bon, ce soir, ça va bien se passer parce que j'ai plein de choses à dire. Oui, j'ai publié un essai sur Sade parce que y a beaucoup de choses qui se disent sur Sade. Sade, oui, c'est transgressif, c'est le sadisme sadien, tout ça. Bon, Sade, c'est osé, hein. Quand on prend un roman de Sade, on se dit c'est osé, hein, faut le faire quand même. Il l'a fait, c'est osé. Et la philosophie dans le boudoir, c'est de la philosophie qui se lit dans le boudoir. Il y a rien d'autre à en tirer. Il y a des gens qui disent bon, d'accord, on ira plus loin peut-être. Oui, plus loin ou pas. Tout est dit dans le titre. Il n'y a pas besoin de lire l'ouvrage. Hein. Bien. Alors, ce soir, première émission engagée sur les animaux. La condition animale, le rapport entre l'animal et l'homme, un texte qui date un peu, je crois qu'il date, si mes souvenirs sont bons, de 2004, un texte américain qui a été traduit en 2010 par Claro, c'est un texte de J, je ne sais pas, on va l'appeler Eric Miller, hein, de monsieur Eric Miller, qui s'appelle Défense des animaux et pornographie. Hein. Défense des animaux et pornographie, un texte magnifique, un recueil de nouvelles qui met en scène différents petits animaux dans un contexte familial, dans des ménages, enfin... Je partirai de cette phrase de Bataille, extrait de Théorie de la religion, dans l'animalité. L'animal ouvre devant moi une profondeur qui m'attire et qui m'est familière. Cette profondeur, en un sens, je la connais, c'est la mienne. Le terme de profondeur me paraît fécond au sens fort du terme pour parler du rapport entre l'homme et l'animal,
Dans des nouvelles, j'ai appelé cette émission 30 millions d'amants, l'amour au temps du quinoa, puisque au temps où les animaux deviennent l'égal de l'homme, des nouveaux rapports entre humain et animal pourraient s'exercer à travers la littérature. Plongeons dans la première nouvelle du recueil, celle qui nous met dans le bain, dans la porcherie au sens pasolinien, de monsieur Eric Miller. Dans une vaste et ancienne ferme familiale aux confins de la civilisation, la mère, absorbée par la routine du ménage et de la cuisine, a pris depuis longtemps ses distances avec le père, et ce dernier se met à sauter sa fille unique. Le frère aîné finit par s'en apercevoir, et en partie poussé par le désir, en partie parce qu'il veut posséder et protéger la fille, il se met lui aussi à la sauter. Embarqué dans une sorte de lutte silencieuse pour le pouvoir, le père encule alors son fils aîné. Oh, ça dure ainsi un certain temps. Finalement, la fille et le fils aîné arrivent à un âge où ils ne plaisent plus au père comme avant. N'ayant pas d'autre fille, le père se met alors à enculer le cadet, qui vient d'avoir 11 ans. Au bout d'un an environ, le cadet se met à enculer le petit dernier, qui a 9 ans. Une autre année s'écoule et, après environ un an à ce régime, le Benjamin essaie d'enculer le cadet, mais découvre qu'il n'a pas le droit. Il se rend donc dans la grange et encule la plus petite truie. Outre le fait que la mère refuse de satisfaire l'appétit du père, il est possible que le père baisse ses enfants parce qu'il lui est arrivé quelque chose de semblable quand il était petit. Ou alors c'est parce que, quand il a fait cette chute de tracteur 10 ans plus tôt, il est resté inconscient pendant une demi-journée. Il n'est jamais allé voir le médecin. Il se pourrait aussi que le père agisse ainsi parce que c'est ce qui arrive naturellement quand on vit isolé avec très peu de personnes. Peut-être y a-t-il un peu de tout ça, ou rien de tout ça. Indépendamment des raisons pour lesquelles les choses sont ainsi, cette fornication continue, culmine ce matin à la table du petit déjeuner. Le cadet a atteint l'âge où il n'intéresse plus autant le père, et le père s'est rendu la veille au soir dans la chambre du Benjamin et a découvert qu'il n'était pas là. Ce matin, il demande pourquoi. Le cadet qui, comme nous le savons, baisait le Benjamin, ne dit rien. Mais le père apprend par l'aîné qui est assis à côté de sa sœur que le Benjamin dort ces temps-ci dans la grange avec la truie et ses petits qui viennent de naître. Il semblerait que ce soit ses petits à lui et qu'il veuille les protéger. Le père hoche la tête. La mère de la mère, une femme très âgée et silencieuse, hoche également la tête. Le père reste le regard perdu au-dessus de la nourriture disposée dans le service en porcelaine fêlée et tachée qui sert depuis 3 générations. Au bout d'un moment, le père se lève. Il est quasiment certain que son plus jeune fils ne peut pas être le père d'Égoré, mais il ne veut pas prendre le risque d'une telle monstruosité. Il enfile ses bottes dans l'entrée, sort dans la cour, arrache la machette du billot noirci par le sang sur lequel on tue les poules et se rend dans la grange. La famille continue de manger. La fille demande à la mère de lui passer des œufs brouillés. Alors que les œufs passent de main en main le long de la table, tous s'arrêtent pour écouter les gémissements du Benjamin, qui supplie. « Non, papa, je t'en prie, ne leur fais pas de mal !» Puis les hurlements aigus de la maman truie, et ensuite les hurlements encore plus stridents de quelques gorées. Tous ces cris finissent par se mêler au coup de machette, la machette qui s'enfonce dans quelque chose de vaguement solide et dans le bois, puis qu'on retire et qui s'abat de la même façon plusieurs fois de suite. Les œufs continuent de passer de main en main. La vieille essuie un peu de sirop foncé au coin de sa bouche. Poignante plongée fermière. Entre l'homme et l'animal, il n'y a qu'un groin, qu'un pas. Ici, qui est-ce qui veut prendre la parole? C'est un peu dur sur ce texte qui est poignant. Monsieur vient sur le port. Je sais que vous êtes Académie de Port-Royal vous-même. Eh bien, je suis surpris et presque choqué. Là, ça commence comme un marivaudage. On est dans quelque chose, la mère qui ne remplit plus son obligation fondamentale d'être à l'origine de la sexualité de la famille. Très rapidement, c'est la fin du rêve américain, par le biais de cette agression presque
presque compréhensible quelque part pour cette truie, puis sur l'ensemble de sa progéniture. C'est très dur, c'est un texte qui est très dur, mais qui est nécessaire, qui amène la fin des valeurs, et j'ai retiré une phrase en particulier. Le service en porcelaine fêlée est taché, comme un symbole de cette déperdition d'une culture qui portait haut la hiérarchie familiale. Non, oui, enfin, le symbole, il est taché parce qu'il y a pas de lave-vaisselle, peut-être qu'ils étaient pas bien lavés. Et fêlé. Je sais pas, peut-être. C'est une interprétation. Et fêlé, madame, et fêlé. Oui, il était ancien, 3 générations, ça s'use, hein, ça passe de main en main. Non, je sais pas. Monsieur Renard? Non, moi je suis assez surpris par la puissance d'un texte que j'estime quasiment géopolitique en fait. J'ai vraiment l'impression d'être dans Guerre et paix de Tolstoï en fait, où il explique en fait que si vous voulez qu'il y ait une théorie du libre arbitre qui n'a quasiment pas d'importance, et que il y a un déterminisme inéluctable et cette façon de que le père a de sauter sa fille, puis son fils, puis tout ça s'enchaîne, puis ça se termine par des coups de machette. Enfin, il n'y a que le Saint-Esprit qui n'est pas sauté là en fait. Donc oui, en clair, ouais. Mais on est dans une espèce du grand marasme historique qui est résumé par une enculade entre père et fils et fils et truie. Intéressant. Voilà. Monsieur Duquesne? Oui, alors je rejoins mes collègues sur les remarques qui viennent d'être faites, qui sont tout à fait justes. Pour ma part, je trouve un élan zolien dans ce texte, avec des réflexions très fines sur la reproduction sociale. Bien sûr. Il y a ce paragraphe ici qui m'a attiré. Il est possible que le père baisse ses enfants parce qu'il lui est arrivé quelque chose de semblable quand il était petit. Et alors, finalement, ce trauma... Excusez-moi le jeu de mots, mais c'est pas le père Goriot chez Balzac, c'est le père Goré, là. Oui, très fin, oui. Très fin. Et ce qui nous amène ici à un dépassement de ce qui, chez Zola, est encore implicite, mais une réflexion sur la monstruosité. Et d'ailleurs, ici, qu'est-ce qui est monstrueux? Le texte nous invite à définir cette norme. Qu'est-ce qui fait norme, ici? Oui, parce que finalement, en fait, le premier passage avec le père qui encule ses fils n'est peut-être pas le plus monstrueux. Ici dans la norme qui est définie par le texte, car le texte peut être lui-même une espèce de sous-ensemble social, une espèce de sous-ensemble social doté de ses propres normes. Ici, on nous invite à nous poser la question, l'inceste est accepté, ici, dans le texte. Ouais. Mais qu'est-ce qui n'est pas accepté, qu'est-ce qui est monstrueux? C'est la portée des enfants de l'enfant avec la truie. Ah oui. Alors... Peut-être Monsieur Parcaguio, oui. Oui. Écoutez, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Et au-delà, en fait, de la référence à Zola, pour moi, ici, on a un texte anti-darwiniste. Je m'explique. C'est-à-dire qu'on passe, en fait, d'un père qui ne ressent plus de désir pour la mère, donc des relations hétérosexuelles, puis qui ressent le désir pour sa fille, toujours une relation hétérosexuelle, mais avec des gens plus jeunes, puis... Pour ses fils, on passe à l'homosexualité cette fois-ci, des fils de plus en plus jeunes, jusqu'à ce que là, eux-mêmes ne lui plaisent plus, et c'est les fils qui prennent le relais. Ils arrivent à un âge où, puis ce sont les porcs qui vont être les objets du désir, et effectivement, il y a une sorte de, finalement, pédophilie évolutionniste. C'est-à-dire que le désir se porte sur la jeunesse, oui, mais la jeunesse du monde, en fait. Et moi, ce qui m'intéresse ici, c'est que on nous parle du bio... où le sang coule sur lequel on tue les poules. Mais les poules ne sont jamais l'objet du désir. Et pourquoi les poules ne devraient pas être l'objet du désir? Alors, j'ai peut-être une première piste, parce que peut-être que les poules sont justement ceux qui ne peuvent pas être l'objet du désir. Et pour ça, je voudrais quand même parler de La Fontaine, par exemple. Et La Fontaine, dans son texte sur le mensonge et les femmes, dont j'ai oublié le nom, mais à un moment, dit surtout à sa femme... Ne dites pas que j'ai pondu cet œuf, on me dirait poule. Ah, ça y est, vous avez réussi à sortir votre grande référence. Ah bah écoutez, si je ne peux plus m'exprimer, je ne viendrai plus en cette Non, mais la dernière fois, vous la couviez sous... Oui, effectivement, je n'ai pas pu la dire, et je vous remercie de le faire noter. Et on me dirait poule, c'est-à-dire, on me donnerait l'insulte suprême. Et donc, pour moi, cette citation des poules, qui ne peuvent pas être l'objet du désir, elle est importante ici. Est-ce que je pourrais réagir à l'intervention de M. Parcaggio, s'il vous plaît? Puisque, tout de même, au fin fond de votre analyse, il y a quelque chose de scientifique, d'anti-darwiniste, ainsi de suite, et ça a tout d'un coup réveillé quelque chose dans ma mémoire, quelque chose de l'ordre de l'impossibilité d'un nouvel ordre du vivant. Oui. Quelque chose qui va dans votre direction, quelque part. Tout à fait. Et cette impossibilité, quelque part, elle vient simplement sanctionner
une dystopie, puisque c'est ici ce qu'on a une dystopie. Il ne faut pas sous-estimer les critères scientifiques qui ont présidé au choix de l'animal, le porc, qui est un animal particulièrement proche de l'homme, même cage thoracique, un cœur d'une dimension très approchante, un animal dont on pourrait facilement greffer les organes sur ceux d'un homme. Donc nous ne sommes pas dans quelque chose qui est si impossible. Nous sommes vraiment au franchissement de la frontière, un espoir quelque part d'atteindre l'animalité, dans l'égalité, et une impossibilité dans cette espèce de fratras déterministe où finalement l'enculade tient lieu de relation sociale, là où on voudrait une forme d'harmonie. Mais est-ce qu'on aurait alors une forme, un texte métaphore de politique par exemple, de relation entre sociétaires, voilà, qui en fait ce serait ça la base, s'enculer en fait. Je parlais d'antidarwinisme, mais j'ai même surtout envie de parler d'ici de néo-nihilisme en fait. Oui. Et d'une nouvelle forme d'organisation de la société, où l'individu et la puissance de l'individu a dépassé tout le reste. Et donc, tout le monde encule qui il veut, puisque c'est devenu la norme. Mais sur la base d'une impossibilité. Je Tout me à fait. permets de relever dans le texte, ce qui revient deux Le fois. débat se déroule en dehors de moi, je ne dis plus rien, moi. Allez-y, continuez, Et c'est je- magnifique tout ce que vous dites, hein. J'ai les larmes aux yeux. Mais j'attends votre commentaire sur ces, Allez-y, sur ces trois mots qui me lesquels? semblent capitaux. Posséder et protéger. Ben je peux me répondre peut-être. Mais- Posséder, protéger, c'est une paronomase. Procéder, protéger, ça se ressemble, les mots se ressemblent. Posséder, protéger. Oui, je n'avais pas vu ça comme ça. Bah oui, c'est littéral. Non, mais c'est exact, c'est exact. Ben oui, c'est littéral. Je m'en vais, moi, je finis, c'est littéral, je m'en vais. Bonsoir messieurs, bonsoir. 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 Pas d'émotion sur mon départ. Au revoir. On vous a dit bonsoir, vous voulez qu'on Oui, fasse la ben, je bise m'en vais, oui, ben, salut Jacques. Venez, je vous fais la bise. Voilà. allez. N'en profitez pas trop, hein. Allez, salut Erika. Au revoir, madame. Puis-je me permettre simplement de allez, poser allez, une question je vous plutôt, cède la parce qu'il y a tout de même une partie du texte qui est obscure pour moi. Le Benjamin essaie d'enculer le cadet, mais découvre qu'il n'a pas le droit. Exactement, je voulais justement... C'est fantastique que vous ayez relevé ce passage, puisqu'il soulève pour moi des questionnements très profonds. La parenté, généralement dans le monde occidental, mais pas seulement, c'est l'aîné qui hérite. C'est l'aîné qui a le droit après le père. Donc schéma de reproduction du patriarcat traditionnel. Le cadet, par défaut, est celui qui jouit de la situation la moins bonne. Ici, qui n'a pas le droit? C'est le Benjamin. Ce qui est quand même assez étrange. Vous qui Et- vous... Allez, continuez, j'aurai Oui. une référence après, Et- avec Bataille. Et ce qui est très intéressant ici, c'est que n'ayant pas le droit d'enculer le cadet, donc le droit à l'inceste, alors que tout le monde le fait dans la famille, lui est le seul qui est exclu du droit. Donc là, on a une faille en fait dans l'ordre social. Tout à fait. Vos réflexions d'avant sont tout à fait pertinentes avec ça. Et face à cette faille, on s'engouffre dedans, on sort de la société humaine finalement. Alors, Allez-y. je relisais, s'il vous plaît, Bataille, là, parce que je suis un existant, je suis aussi quelqu'un qui pratique la lecture en direct. Et ça me rappelait, Bataille rappelle le mythe de Freud. Le mythe de Freud, selon lequel le passage de l'homme à l'animal se joue au moment où le frère, je cite, hein, le passage de l'animal, un prétendu meurtre du père par les frères. C'est quand les frères tuent le père qu'on peut considérer qu'il y a un passage de l'homme à l'animalité. Et ici, il me semble qu'il y a de ça qui se joue. Il y a pire que ça, puisque c'est traquer l'animal, c'est baiser l'animal. En effet. C'est un mythe d'Oedipe fermier que nous avons ici. Et en réalité, on revient à Alors, je vous redonne la parole, monsieur on Parker. revient effectivement à cette idée d'antidarwinisme que je soulignais tout à l'heure, et que je voudrais relier Tout à l'heure, directement... pas tout à l'heure. Hein. Tout à On l'heure. n'est pas chez Bec BD ici. Que je voudrais relier à ce que disait Monsieur Vien sur la chute de l'ordre social, puisque on nous parle de chute ici aussi. On nous parle de la chute du tracteur, qui a duré une demi-journée. Pour donner quoi? Un demi-homme, une demi-passion. Et en fait, la chute du tracteur, c'est un peu comme la chute de l'Empire romain. La chute de l'ordre établi, des valeurs, des normes. Non, Parfait. je disais ça Oui. parce que oui, j'ai Oui. vraiment l'impression de replonger dans Tacite quand je relis ce texte. Ah oui. Vraiment. Et on va y replonger encore et encore. Si je peux me permettre, Oui. simplement, dans la perspective de la suite du texte, de cette phrase, et simplement il faudra s'en rappeler, là se la remémorer, outre le fait que la mère refuse de satisfaire l'appétit du père. N'oublions jamais que c'est la faute de la femme qui est à l'origine de ce texte. Bien sûr. Alors, le pigeon récalcitrant, une deuxième nouvelle que j'ai un peu tronquée. Alors, il y a des fautes de frappe parfois que j'essaie de corriger parce que Samanto a fait un peu n'importe quoi sur la traduction. Plongeons maintenant dans le pigeon récalcitrant.
Peut-être qu'un chat s'en était pris au pigeon. Ce dernier gisait au soleil sur un trottoir derrière l'église du campus. Plusieurs entailles au front. Il semblait mort, mais son dos se soulevait et s'abaissait légèrement au rythme de sa respiration. Navré d'avoir été le premier à le voir, Franck s'accroupit à côté de l'oiseau et l'observa. Il chercha autour de lui une grosse pierre ou un bout de bois avec lequel tuer l'oiseau. Il se rappela avoir tué plusieurs oiseaux, enfant, avec sa carabine à plomb, et qu'à chaque fois, ça s'était terminé par un enterrement secret. L'oiseau vivait encore. Il avait bougé. Sa tête était maintenant nichée contre son corps. Il le posa tout près du pneu avant. L'oiseau remua une aile, décrivit un demi-cercle, puis s'immobilisa. Il ne regarda pas le pigeon, mais monta dans sa voiture, recula et avança afin que le pneu soit directement sur l'oiseau. « Une merde !» dit-il. La voiture eut une secousse. Il appuya plus fort et sentit le léger chaos de la voiture passant sur le corps du pigeon. Hébété, il sortit de la voiture et se dirigea à nouveau vers la bibliothèque. Il avait égaré le livre, mais il n'arrivait pas à se rappeler s'il l'avait posé par terre. L'ouvrage gisait dans l'herbe près de l'église et il le ramassa, avec l'intention de retourner à la bibliothèque et de le lire là-bas. Mais il ne put pas. Cette chose, entre lui et le pigeon, n'était pas finie. Il devait le voir mort. Le pigeon poussa un cri et sautilla dans sa direction. Franck recula en titubant, et le pigeon, s'avançant vers lui d'une façon saccadée, culbuta et s'immobilisa, sauf une patte qui donnait des coups. Les griffes écrasées semblaient sur le point de se séparer. Les petits cris reprirent. « Bon sang !» dit-il. Il monta dans la voiture et fit marche arrière. Il accéléra avant que l'oiseau ne bouge. L'explosion du crâne fut beaucoup plus forte qu'il ne s'y attendait. Ce fut comme une détonation qui se répercuta dans tout le campus, lequel était par ailleurs parfaitement silencieux. Il devait voir l'oiseau et comprendre l'explosion qui résonnait encore dans ses oreilles. Désormais de la taille d'un petit chien, le pigeon se tenait sur le pare-choc avant de sa voiture. Il sauta du pare-choc sur le capot de la voiture et essaya de conserver son équilibre de façon grotesque. « C'est impossible !» dit Franck. Le pigeon se tourna vers lui, se gonflant. Il poussa un gloussement sonore. L'aile brisée se leva maladroitement et remua. Quand il regarda de nouveau l'oiseau, celui-ci lâcha une fiente. Une grosse merde sanglante sur le capot de la voiture. « Impossible !» dit Franck. L'oiseau percuta le pare-brise avec un bruit sourd d'éclatement. Le pare-brise avait été brisé. Le capot était cabossé et raté. Sous le choc, Franck partit à la renverse, et il sentit les griffes s'enfoncer dans sa poitrine et s'y ficher. « Dégage !» essaya-t-il de crier à l'oiseau, mais le mot sortit simplement comme un gémissement. Le pigeon fienta de nouveau, une fiente d'une puanteur épouvantable. Sa chaleur contre son ventre et son entrejambe était presque intolérable. Franck essaya de rouler dessous le pigeon, mais n'y parvint pas. « Je vais te tuer !» dit-il. Mais il sut, au moment même où il le disait, qu'il n'en ferait rien. L'oiseau dressa sa tête, brisée sur son cou brisé, et gémit. Oh, comme un oiseau, mais comme un être humain, comme si sa propre voix jaillissait de ses griffes qui étaient incrustées dans ses muscles, traversant le corps tordu du pigeon pour sortir par son bec fracassé. Le pigeon est récalcitrant mais pas farouche, hein. Je pense que c'est magnifique d'arriver à faire copuler un homme et un pigeon comme ça. Enfin non, le texte est suggestif, hein, je n'ose pas aller sur l'interprétation pénétrative tout de suite, mais bon. Monsieur... Dommage que Erika soit partie, parce que là nous avons un texte de merde de sang. Hein. Merde, sang, grosse merde sanglante. Comme une espèce de récurrence. À quoi faites-vous allusion à propos d'Erika ? Les 120 jours de Sodome, à Monsieur Sade. Ah, mais elle n'est pas partie, elle est aux toilettes.
Ah, Ricard, oui, c'est quoi qu'est-ce que vous dites, monsieur Vien Le sang et la merde, 2 chapitres fondamentaux. Ah ben c'est très osé, hein, c'est très osé. Bonne soirée, hein, c'est très osé ce que vous lisez, hein. Ce que vous lisez, pardon. Bonne soirée. Mais Madame Erika n'était pas supposée avoir écrit récemment sur Sade? Bah, elle a dit que c'était osé, c'est une grande interprétation. Ah, pardon. Monsieur Duquesne. Ah, un texte fabuleux qui, pour moi, se situe dans une droite lignée contemporaine de Lautréamont. On a ici des éléments qui rappellent un magnifique passage des Chants de Maldoror avec le passage du requin, où le narrateur poète s'accouple avec un requin. Sauf qu'ici, on a évidemment... ça dépasse tout ça. Ça dépasse tout ça, et il y a évidemment, à mon sens, une dimension prométhéenne dans cet accouplement avec le pigeon. Oui, enfin, l'accouplement est simplement suggéré. Oui, d'accord, mais c'est quand même, on est dans le symbolisme ici, hein. Oui, tout à fait, mais l'accouplement peut-il être symbolique Oui, mais... Peut-il être autre chose que symbolique? Bien sûr, bien sûr. Mais alors l'accouplement, c'est un pigeon, mais c'est un petit chien aussi, hein. Le pigeon, c'est un être polymorphe. D'où les métamorphoses, ouais. Ouais. Monsieur Renard, vous êtes bouleversé, je sais. Je suis bouleversé par... j'ai beaucoup baigné dans la BD, moi. J'avais commencé avec des BD de western, Blueberry, tout ça, et là ça me rappelle, du coup c'est en coupure un petit peu, je suis complètement d'accord avec Duquesne, etc. Mais là j'ai vraiment l'impression d'être dans un western, sauf que vous remplacez les deux flingues par une griffe et un pneu, et vous obtenez quelque chose une espèce de western moderne. Je vois pas le rapport, mais bon. Monsieur Barqueguio, Monsieur Renard, attention, hein, ce genre d'interprétation avec du Faré qui n'est pas là, ça pourrait gicler, ça pourrait licencier. Bon. Oui, je sais, mais bon. Monsieur Barqueguio. Oui, moi personnellement, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à Hemingway quand j'ai lu ce Oui, je l'ai vu dans vos yeux, oui. Vous avez des œufs de pigeon d'ailleurs, on peut le. Je vous remercie. On peut le dire, hein. Je vous remercie. Personnellement, pour moi, c'est un peu une réinterprétation du vieil homme. J'ai un regard bovin, je peux le dire, hein. Je peux parler de regard de pigeon. Bien sûr. Bon. Puis-je finir mon... Oui, allez-y. Merci. Je m'égare. Le Faré n'est pas là, Alors, du coup je vous disais, je vois quand même ici une réinterprétation du vieil homme et la mer. Là, c'est le petit homme et le pigeon, en quelque sorte. Oui. Et il y a effectivement une sorte de lutte acharnée qui s'opère ici. Personnellement, je n'ai pas envie vraiment de la galvauder uniquement dans des rapports sexuels. Oui, moi je suis d'accord. Je pense que M. Duquesne a réduit le texte un peu. Il y a tout de même une lutte pour la survie ici, et une lutte aussi un peu métaphysique sur, en quelque sorte, qui va dominer parmi les espèces. Et je pense qu'on est là-dedans. Une sorte de match de catch pour dominer les espèces et être au sommet de la chaîne alimentaire. Surtout qu'on est sur un campus universitaire, donc il y a le combat entre la chair et le savoir. Qui plus est, je voudrais rajouter ceci. Cet homme dont on parle, il est tout de même très étrange, puisque on nous dit, il sortit de la voiture et se dirigeait à nouveau vers la bibliothèque. Il avait égaré le livre, mais il n'arrivait pas à se rappeler s'il l'avait posé par terre. Quel genre de lecteur pose ce livre par terre ? C'est une grande question. Mais j'ai peut-être la réponse. Allez-y, monsieur. C'est l'abandon de toute forme de langage et de rationalité à la pure expérience sensorielle. Et cette expérience sensorielle, mise à l'épreuve tout au long du texte, sous toutes ses formes, et je vais citer une phrase comme ça. Mais il ne put pas. Cette chose entre lui et le pigeon n'était pas finie, il devait le voir mort, mais il ne put pas. Donc à la fois le pouvoir et l'odeur. Alors, c'est une traduction, mais on vous l'accorde. S'il vous plaît. Je pense que c'est tout à fait prémédité comme phraséologie. Il ne put pas. Il ne put pas. C'est-à-dire, cette chose entre lui et le pigeon n'était pas finie. Il ne put pas. C'est le cadavre qui ne put pas. Je me permets de rappeler que le texte a été traduit. Mais c'est ce que je viens de dire à Monsieur Vien. Oui, du coup, ça et je ne serais pas surpris que dans le vous venger de votre... Oui, d'ailleurs, vous avez détourné mon propos. Pardon, excusez-moi, mais je ne serais pas surpris que dans le texte original, on trouve exactement la même association. Comment ça, j'ai détourné votre propos ? Mon propre propos me blesse, du coup. Oui.
Et il me blesse En lui-même. quoi aurais-je détourné votre perçu? Alors, Comment aurais-je déperçu votre perçu? j'ai dit que le texte, à mon sens, À votre songe, oui. cela n'engage que moi, À situé dans votre une perspective perception. Poétique, À votre aise. à la Lautréamont, avec À des, votre guise. des références explicites au chant de Maldoror, à l'épisode du requin, qui n'est pas un À votre épisode, bon vouloir. n'est pas un épisode simplement charnel, Votre cadence. charnel, sexuel, mais bien une quête poétique, À votre appétit quête esthétique, intellectuel. de remise en question des normes. Encore une fois, ici on est dans la norme. Ici on est dans la destruction de la norme et l'exploration de la possibilité. Poétique, encore une fois, car ici le pigeon À est votre poétique. une construction poétique. Il se métamorphose. Vous en connaissez beaucoup des pigeons qui se transforment, qui ont la taille d'un petit chien. Chez Ovid, on l'a déjà vu. C'est ce que je vous ai dit, c'est une expérience sensorielle. Mais ça va plus loin que les sens. C'est une expérience linguistique, poétique. Monsieur Parqueggio. Non, mais écoutez, moi, je donne du crédit à votre interprétation. Et vous parliez de... Finalement, la poésie, je pense qu'on va tous s'accorder ici pour dire qu'une définition qui pourrait être correcte, bien que ce n'est pas la seule, c'est que c'est tout de même la liberté dans la contrainte. Et finalement, faire d'un pigeon un petit chien, c'est prendre de la liberté dans la contrainte. C'est-à-dire dépasser le cadre d'une espèce qui est censée être normée dans sa taille et ses formes, pour la transformer en une autre espèce sans changer son essence. Et en quelque sorte, le pigeon est lui-même une métaphore de l'œuvre poétique et de la poésie en elle-même. Et en ce sens, nous sommes ici face à une œuvre de résistance, face au caractère fasciste de la langue. Caractère fasciste qui se retrouve Pas de exactement... polémique avec monsieur Freddy Lombard. Hein, cette Ah non, ici je faisais référence aux travaux de Barthes. Caractère fasciste qui se retrouve simplement dans cette phrase. Une détonation qui se répercuta dans tout le campus. Comment ne pas voir une référence directe À l'épisode de Columbine. Merci beaucoup. Très fin, très fin. Bien. Monsieur Renard, on vous a peu entendu. Hein, je trouve. Ce texte m'a pas... D'ailleurs, vous qui vous connaissez il me semblait bien qu'il y avait une référence ici, je viens de rechercher. Il y a un dessin animé de Disney dont je ne me rappelais plus, qui s'appelle Le Dragon récalcitrant. Ça vous dit quelque chose? Pas du tout. Mais je viens de retrouver ça, Le Dragon récalcitrant. Je connais pas le résumé, mais c'est peut-être une référence à Disney que nous avons. C'est un conte pour enfants. Hein. Vous y voyez du sexuel, mais on peut y voir beaucoup de choses. Hein. C'est de l'amour maternel entre ce pigeon et... Je pense que vous vous égarez, Myrlisa. Peut-être. Bien. Alors, petit intermède musical, avant de passer au dernier extrait. Un amour entre des animaux que tout oppose. Moi le mérou, non je n'avais rien pour lui plaire. Moi la murène, je survivais en solitaire. Je l'ai trouvée jolie autant que carnassière. Je suis tombée amoureuse de ce gros pépère. Un mérou, une murène, ça valait vraiment la peine que la proie et le chasseur laissent enfin parler leur cœur. D'un mérou, d'une murène, les improbables fredaines auraient été une aubaine pour Monsieur de La Fontaine. Bien, retour sur le plateau d'Ancralogène après ce magnifique intermède musical. On replonge dans le texte d'Eric Miller, Défense des animaux et pornographie, une émission engagée qui montre comment il existe des frontières entre les animaux et les hommes. Nous allons au-delà de bataille, au-delà des frontières de l'érotisme. Dans le deuxième extrait, il y a finalement assez peu d'animaux,
Et peut-être que l'animalité n'est pas là où on l'attend. Vous le verrez. Il avait fait part un jour à son ami de son penchant pour la sodomie et avait été aussitôt qualifié d'enculeur. Il détestait ce terme. C'était une pulsion qu'il ne cherchait pas à expliquer, il pratiquait toujours la chose. Dans le noir, et la faisait toujours suivre d'une douche, également dans le noir. Il voyait là une certaine ironie. L'acte de manger, sans parler de chier, lui répugnait. Cela expliquait le fait qu'il soit très mince, car il se nourrissait exclusivement de milkshake, aux protéines et de salade. Sa femme, en revanche, avait beaucoup grossi. Il n'avait eu aucun rapport sexuel d'aucune sorte depuis plus d'1 an. Elle était légèrement enrobée lorsqu'ils s'étaient rencontrés. Mais maintenant, elle était devenue énorme. La peau de son cul était ramollie et boutonneuse. Et il s'aperçut qu'il avait beau l'écarter, il ne pouvait situer l'anus. Il débanda rapidement en la fusillant du regard. Il fallait faire quelque chose. Il amena sa femme sous prétexte d'aller cueillir des baies et des champignons. Elle était carnivore. Elle s'était baffrée de bacon, de saucisses et de restes de steak au petit déjeuner. Et le voyage de l'embellet guerre. Elle se plaignit d'avoir faim pendant tout le trajet. Il prit sa grosse main dans la sienne. 2 semaines, c'est pas cher payé pour mes changements qui dureront toute une vie. Et les poissons ? demanda-t-elle. Quoi ? Mais nos poissons ! Oh, j'ai oublié de penser à eux. Je suppose que ce seront des petits squelettes quand on reviendra. On achètera d'autres. Allez, maintenant mange. Mange ces baies ! Elles sont délicieuses. Ils continuèrent ainsi encore quelques jours. Elle se renferma dans un silence relatif, regardant souvent le ciel. Parfois, elle s'aventurait dans la forêt et il supposait que c'était pour pisser ou pour chier. Et il ne la suivit pas. Ses propres fesses étaient devenues de la bouillie, ce qui l'embêtait. Il imagina la beauté de la vie débarrassée du besoin de chier. Il sourit légèrement. Elle était assise sur un tronc et fixait ses genoux en murmurant quelque chose. Qu'elle puisse, après plusieurs jours de ce régime, essayer de chasser et de tuer un animal lui vint à l'esprit. Mais il douta qu'elle y arrive. Il chercha en elle des signes d'amincissement. Il crut voir des endroits où il y avait moins d'elle. Son ventre, ses seins, ses avant-bras. Certes, la peau était relâchée ici et là, mais ce relâchement finirait par disparaître. Elle serait de nouveau un jour la femme qu'il avait épousée. Il sourit et se laissa aller à une rêverie dans laquelle elle était allongée sur le ventre, à même le lit, son cul surélevé par un oreiller. Elle tournait la tête vers lui en disant « Maintenant, pour ce que tu as fait. Maintenant, encule-moi. » Ça nous a donné faim, je crois, cette nouvelle. Monsieur Duquesne. Oui, c'est... Encore, on a encore ici dans la dysfonction du couple. Et finalement, ici, ça interroge encore le rapport très intime entre l'acte de consommation du couple, mais de la nourriture, du rapport au régime alimentaire aussi. Ici, qui est la proie finalement ? C'est le carnivore, c'est la carnivore. Et ça, c'est assez intéressant, je trouve. Oui, en fait, je souhaitais poursuivre sur la lancée qu'on avait trouvée. Je sais plus qui avait parlé de post-nihilisme. C'était moi. C'était vous. Et je trouve qu'on est parfaitement dans la continuité, même l'apothéose de ce post-nihilisme, parce que l'auteur passe le début de sa nouvelle à décrire l'inexistence, l'impossibilité de parcourir le corps de sa femme, l'impossibilité de lui faire l'amour. Et à la fin, elle lui demande « Maintenant, encule-moi », tout en sachant qu'effectivement, c'était programmatique que l'impossibilité de l'acte advienne. Et en plus de ça, on a toujours une espèce de volonté de réduire l'être, et cru voir des endroits où il y avait moins d'elle. Voilà, une réduction au néant de toute notion d'être. Mais voilà, et comme le disait l'auteur espagnol, je crois que c'est Javier Cercas qui a publié récemment Vous connaissez Javier Cercas ? C'est claro. Et il a publié récemment un essai qui s'appelle Le point aveugle dans le roman.
Et là, nous sommes dans une nouvelle du point aveugle. Ce point aveugle que l'on ne peut pas détecter sous la chair au départ. Il ne pouvait situer l'anus. Et à la fin, c'est ce point aveugle qu'on se prend en pleine face. Maintenant, encule-moi. C'est habilement démontré. Et cela dit, je voudrais ramener sur quelque chose, on va dire, qui ramène à l'ensemble du texte, cette fois pas au blason, pas à la pointe du blason, mais à l'ensemble du texte, au corps du texte. C'est qu'on est devant un transit. Un transit qui va sans cesse de la bouche à l'anus, de l'anus à la bouche. Une espèce de circulation ininterrompue. Ça, c'est aussi présent chez Delphine de Vigan, mais je m'égare. Oui. Je vois ce que vous voulez dire. Enfin bref. Dans toute sa déloyauté. Ce que je perçois, c'est un estomac, et à l'intérieur de cet estomac, les bulles gastriques qui éclatent les unes après les autres. Vous avez étudié la littérature du champagne pendant un temps. C'est vrai. Dans les premières Effectivement. Ce fut mon premier amour, le champagne. Et dans ces bulles, quelque chose qui peut-être tient du point aveugle, peut-être de l'impossibilité de traduire dans l'analyse un texte, ce dialogue, qui, et je demande à ces intellectuels de m'éclairer, qui ne me renvoie à rien qui ne me permet pas d'avoir une analyse, qui me bloque totalement. Alors, moi, je peux rebondir là-dessus, monsieur Parquet. Allez-y, Non, parce que j'ai peut-être une piste sur ce dialogue. Ce dialogue, pour moi, il symbolise ici l'accaparement du vivant. Et c'est une sorte de prémonition, en fait. Pourquoi ? Puisqu'elle dit « et les poissons ». Lui demande quoi ? Et elle dit « nos poissons ». Donc ce sont les poissons qui leur appartiennent. Il y a un sentiment de propriété et de possession par rapport aux vivants ici. Et que lui répond-il ? Je les avais oubliés. Ils deviendront, je suppose que ce seront des petits squelettes quand on reviendra. Et en fait, la femme n'a-t-elle pas vocation ici, lorsqu'ils reviendront, à devenir elle-même un petit squelette qu'il pourra enculer ? Magnifique. Qu'il pourra enfin enculer parce qu'il trouvera. Donc c'était une forme de mise en abîme métaphorique, en fait. Exactement, mais de mise en abîme de lui-même. Et ça, c'est très fort. Et je peux y aller quand même ? J'avais quelque chose à dire. D'accord. Moi, ce qui m'intéresse, je parlais du point aveugle, c'est aussi le hors-champ dans les textes. Il y a du hors-champ. Tout à l'heure, on avait le gazon du campus. Là, on a la forêt. Et qu'est-ce qui se passe dans la forêt ? Est-ce qu'elle a tué un animal ? Est-ce qu'elle a simplement jeté du papier toilette usagé ? Et ça me rappelle, vous étiez là dans cette émission, notre plus grand succès sur le roman de Francis Huster, Family Killer. Vous vous souvenez de ce texte où le narrateur se promenait dans les bois et où il trouvait des préservatifs usagés, des morceaux de papier toilette usagés. J'ai l'impression qu'on y retourne dans le bois de Francis Huster, là. Cette espèce de bois sordide et en même temps métaphysique. Très juste. Oui, de toute manière, le texte est métaphysique et s'inscrit, là encore... Nous sommes dans les bois éternels de Fred Vargas, ici. Ça va même plus loin. Je pense que ce texte, ici, nous ramène à une tension qui a irrigué l'histoire de la philosophie pendant plus de 2000 ans, qui est le lien entre l'esprit et le corps. Comment s'affranchir en fait, des déterminismes, des passions et des besoins. Christina Cordula et ce qui est intéressant ici, c'est que, à la fois, les personnages cherchent à se libérer des besoins, des nécessités du corps, et en même temps ils sont ramenés par leur appétit vers la sexualité. Donc en fait on a un paradoxe ici. Et c'est ce qui est relevé dès le début du texte par le terme d'ironie. Ironie. Bien sûr. Qui m'a intrigué, puisqu'au début on comprend pas très bien dans cette phrase qu'est-ce qui est ironique en fait là-dedans. Et l'ironie c'est ça, c'est vouloir se détacher des nécessités qui nous attachent à notre condition d'être humain, et en même temps vouloir se replonger dans la sexualité et l'appétit. Tout à fait, et vous parliez d'une ancienne émission. Moi je me demande si le texte que j'avais étudié lorsque j'étais venu, celui de François-Olivier Gisbert, n'est pas en quelque sorte l'hypertexte de celui-ci. Pourquoi ? Puisque dans le texte de François-Olivier Gisbert, la cuisinière d'Himmler, si je m'abuse. Bien sûr. On parlait à un moment de cet homme qui s'était servi de la pince de Nicola Bordizzo. La pince qui servait à castrer les animaux. Bien sûr. Et est-ce que ici, cette femme, et surtout finalement l'obésité de cette femme, n'est pas en quelque sorte castratrice également ? Est-ce qu'on n'est pas aussi en face d'un texte, et là je vais m'adresser à Monsieur Vien, puisqu'il nous a parlé de la truie et l'avenir du porc, un texte qui est une sorte de post-féminisme castrateur. Mais quel intérêt à promouvoir le féminisme ? Monsieur Parquet-Guillaume ? Quel intérêt à promouvoir le féminisme dans ce bruit de corps ?
Quand l'être n'est réduit qu'au bruit de son corps, quel intérêt de distinguer un homme ou une femme? Quel intérêt de distinguer une fonction? Quel intérêt de distinguer une religion? Monsieur Vien, je suis tout à fait d'accord avec vous, et pour moi, on n'est pas dans du post-féminisme, on est dans du post-humanisme ici. Puisque l'être humain, finalement, bien sûr, ici, est réduit à ce désir d'amincissement pour retrouver l'appétit, la vie, finalement. Et pourquoi il va mincir dans la forêt? Je pose la question. En fait, vous avez raison, vous avez dit post-humanisme après post-féminisme, et on a un texte un peu labyrinthique où il se perd en quelque sorte dans la peau de son cul, hein, ramollie et boutonneuse. Est-ce que c'est un cul d'homme, de femme? Non, on sait pas, c'est juste qu'il est perdu dans cette amas de chair infâme. Ouais. Mais en réalité, ici on a un texte... Houellebecq n'aurait pas fait si poétique. On a un texte quasi biblique en fait. Il y a le retour à la forêt, comme Jean-Baptiste dans le désert. Il y a une volonté de purification ici. Se purger de la graisse, des toxines, etc. pour retrouver le plaisir et la vérité du corps et des sens. Nous ne sommes plus dans la nuit juste avant les forêts de Coltès, mais dans la truie juste avant les forêts. Et j'aimerais rappeler à ce propos une évidence historique, c'est que on a mené les truies et les porcs dans la forêt pour la glander. Pour qu'ils mangent les glands et qu'ils se nourrissent de cette façon. D'ailleurs, en parlant de glands, je vous recommande déjà le texte de Monsieur Hurtaud de la dernière fois, Paul Opat à l'école des glands. Hein. Il y a aussi une pièce qui se joue peut-être à Avignon encore cette année. Il n'y a pas que les écureuils qui aiment les glands. Bien, sur ces références, nous allons nous arrêter là. Une très belle émission, j'en suis fier. Je trouve que j'ai bien mené cette émission. Les intellectuels ont été à la hauteur de cette Nous regrettons la présence d'Alain Dufaret. Bien sûr, mais il nous rejoindra la prochaine fois. Son absence plutôt. La prochaine fois, comment? Il nous rejoindra avec les millions. Bien sûr. La prochaine fois, nous rendrons hommage à un artiste qui nous a quittés il y a quelques temps maintenant. Et ce sont ses mémoires que nous allons envisager comme des petits bibelots, des abolis bibelots d'inanité sonore, comme dirait Mallarmé. Et c'est donc une littérature bibelot, une littérature mémoire que nous allons aborder la prochaine fois. Merci à vous, chers intellectuels. Merci à nos auditeurs de plus en plus nombreux. Freddy, ne nous en veux pas. Hein. Allez, à la prochaine. Erika, j'arrive. Une émission France du futur. Produite par Alain Dufaret. Présentée par Jacques-Emmanuel Mireliza.